Aujourd'hui, dans le 39e chapitre du podcast, on reçoit PM, un artiste dont vous connaissez sans doute le travail et qui a collaboré avec des marques comme Pepsi, Popcorn, Omega et même Apple. Dans ce chapitre, je vous propose de découvrir un artiste ultra productif et qui, malgré des débuts tardifs, a su s'imposer avec son style très distinctif. Au cours de cet échange, on découvre une personne passionnée par son travail qui a à cœur de développer ses projets, le tout dans une bonne humeur qui lui va si bien. Entre la construction de son équipe, le développement de son art et ses projets ambitieux, PM nous offre une vraie masterclass qui, je l'espère, vous plaira autant qu'elle m'a plu. Je profite de cette introduction pour m'excuser quant à la qualité audio de cet épisode. On a eu des soucis techniques forçant à utiliser un matériel différent de d'habitude, mais ça a été réglé sur les épisodes suivants, ne vous en faites pas. Aussi, si vous m'entendez moins bien, c'est normal. Je vous souhaite un excellent épisode en compagnie de PM. Tu vois, quand je fais le podcast, j'ai toujours, très souvent, ce discours des invités qui disent « J'ai toujours dessiné, la différence avec les autres, c'est que moi je me suis pas arrêté. » Toi, tu rentres pas trop dans cette case, parce que tu as eu ce moment où tu t'es un peu éloigné du dessin. Tu t'es tourné vers la musique un peu plus. Ouais. Parce que quand tu étais petit, tu dessinais. Ouais. Et après, tu as fait de la musique. Exactement, ouais, exactement. Tu as fait quoi un peu en musique? Du métal? Plutôt du métal principalement. Ouais. Ouais, j'avais un groupe de métal avec lequel on organisait des concerts et tout, et on faisait pas mal de concerts sur Caen. Et on invitait des groupes, tout ça, et même à tel point où des fois on invitait des groupes, tu vois, de Paris, Strasbourg, Bordeaux, enfin des trucs un peu d'ailleurs. Ok. Donc ça m'a... T'avais quel âge à ce moment-là? Je m'y suis mis... Je pense qu'on a commencé à faire des concerts, j'avais 16 ou 17 ans, je pense. Ok, donc assez jeune. Ouais. Enfin, Pendant le lycée en vrai. Hein. Donc c'était ma passion pendant le lycée. C'est le truc qui m'animait, on va dire. Ouais. Je voulais vivre de ça, je voulais être à fond dedans. Tu parles. Compliqué. Et ça veut dire que t'étais full focus, t'étais vraiment... Là-dedans, ouais, mais en fait, c'est-à-dire que moi j'adorais la musique, mais j'étais pas hyper bon non plus. Enfin, tu vois, j'avais pas une appétence particulière pour la musique. C'est vraiment un truc que j'ai dû bosser avec rigueur, je bossais mon tempo, tu vois, mathématiquement, littéralement, tu vois. J'apprenais mes trucs. Très mécanique. Ouais, j'avais pas le choix, parce que j'avais pas le rythme dans la peau de base, tu vois. J'avais pas l'oreille universelle, enfin, il y avait rien de tout ça. Donc, Très métal. Ouais. Donc tu finis le lycée. Ouais. Tu rentres dans ce qui va être ta future carrière, la fac de droit. Ouais. C'est ça? Ouais, exactement. Tu fais toujours du métal à ce moment-là? Ouais, mais je fais beaucoup moins de musique. En fait, on a toujours le projet du groupe à côté, mais comme on est un peu dans tout le monde et chacun allé dans ses études supérieures, il y a un petit éclatement, tu vois. Donc, on sait qu'on a envie de continuer, mais on sait pas si ça va vraiment se faire. Okay. Et jusqu'à quasiment la fin de mon année de droit, on a quand même continué d'avoir le projet, mais on répétait moins souvent, on faisait plus de concerts, ça c'est sûr. Et ouais, on savait que c'était un peu... tout le monde va un peu évoluer là, et on va garder ça comme passion, et chacun va aller bosser quoi au final. Enfin, on va commencer vraiment ses études pour bosser quoi. Ouais. Et toi, tes études, le droit, c'est pas ce qui te fait kiffer? Non, ça m'intrigue à l'époque parce que je connais pas. Okay. Et mon meilleur pote veut faire ça, et je me dis, quitte à pas savoir ce que je veux faire pour le moment, vas-y, je vais le suivre et puis on verra. Au pire, j'aurais fait une année de droit, je serais pas plus con qu'avant. Donc, Est-ce que t'as fait le bac ES? Ouais. Bac ES classique, année de droit, c'est un peu un truc qui se fait souvent. Je pense que les gens qui vont en droit, ils ont souvent fait ES avant, ou peut-être S. Ouais, en vrai, tu vois, c'est bac assez généraliste, etc. Sauf que à ce moment-là, pendant cette année de droit, tu revois un vieux pote. Ouais. Qui est en école de dessin, lui. Ouais. Et là, ça te fait tilt. Et c'est ça. Et là, je recroise mon pote Flo, qui était un peu mon super pote en maternelle et tout, et à qui je dessinais de ouf. Okay. Quand on dessinait à ce moment-là, quoi. Et ouais, je vois les dessins qu'il faisait à Brassard, à Caen, donc là où j'ai fait mes études ensuite, et je pète un câble, vraiment, tu vois, je pète un câble parce que je me dis, putain, mais c'est de la folie, comment est-ce qu'il a pu monter autant de niveaux, tu vois, d'un coup? Et je me dis, ok, j'ai pas le choix. Là, le dessin, il m'a trop gratté devant, je pensais pas qu'on pouvait devenir aussi bon. Et je pense que c'est la preuve, tu vois. En un an en plus? Ouais, c'est ça. Lui, alors, Flo, je pense qu'il avait continué. Il a continué, bien sûr, mais il a mais c'est vraiment là, ouais, c'est ça. Je me suis dit, putain, en l'espace de même pas un an, comment il est monté en compétences en dessin. Ça t'a fait tilter? Ouais, ça m'a rappelé que, effectivement, en fait, qu'est-ce que je fais en droit? Ouais. Pourquoi est-ce que je suis là-dedans? Et en fait, ça a vraiment réveillé ce truc-là, tu vois, en moi. Je me suis dit, attends,
Là, c'est en train de me faire quelque chose sur le plan personnel, émotionnel. C'est pas que c'est pas normal, mais je suis en train de me dire, je dois me tromper quelque part. Et j'ai pas su directement que ma place n'était plus en droit, mais ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille en mode genre, en fait, si j'ai toujours autant aimé les trucs créatifs, c'est peut-être pas pour rien. Et de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, c'est peut-être le dessin, tu vois. Parce que sur la période d'avant, donc collège-lycée, t'es quand même assez curieux de tout ce qui était créatif hors musique. Bah ouais, je regardais vachement les techniques, comment progresser de manière générale, et j'ai toujours été hyper ouvert en termes de musique. Genre, moi ce que j'aimais faire c'était du métal, mais tu vois encore aujourd'hui, ce matin j'écoutais du métal, j'écoutais du rap. Du métal. non mais tu vois, j'aime tout style de métal, mais en vrai j'aime même énormément de styles de musique et j'écoute énormément de trucs différents. Je passe du jazz, tu vois, du rap. Très curieux sur la culture, mais... sur l'art de manière générale. Oui, complètement. Ouais. Et donc là, ça part sur Brassard. Et voilà. Et là, je me dis, ok, c'était bien. Il va falloir que j'aille à Brassard parce que au moins que j'aille jeter un œil. Et du coup, je vais voir l'école et tout. Et... Porte ouverte. Voilà. Et après, je me dis, bon, ok, il y a un dossier d'inscription. Il y a quand même, ils prennent pas non plus tout le monde. À cette époque-là, ils ne prenaient pas tout le monde encore. Donc, il fallait amener un petit un book et dans lequel tu présentais des dessins que tu avais fait, des petits logos, des petits montages. En fait, j'avais les affiches que je faisais pour les concerts à l'époque. Donc là, j'utilisais Photoshop à l'époque, mais attention, je connaissais genre 2 outils, tu vois. Donc vraiment, genre, nul à chier. Et j'ai commencé à faire des dessins. Du coup, je m'y suis remis un peu. Et j'ai commencé à faire des dessins de tatouages. Des trucs que j'aimais bien. À ce moment-là, j'étais vachement dans StarCraft 2, donc j'ai fait 1 ou 2 dessins sur StarCraft. Tu remplis ton boucle comme ça. Ouais, mais boucle rincée, hein. Aujourd'hui, si je le ressortirais, j'aurais envie de pleurer. Ouais. Ça ferait mal. Bah oui, mais bon, je les ai toujours sur Insta, en archive, mais j'ai encore des trucs. Ouais. Après, tu vois, ça montre le progrès. Complètement, oui. Ah bah là, oui, je pars de loin. Hein. Ouais. Donc t'es en train de me dire que... Parce qu'aujourd'hui, t'es quand même bien demandé, je pense, sur que ce soit en termes de presta ou que ce soit par ta boutique, tu vois, ton art de manière générale, il paye. Ouais. Il plaît, pardon. Et bah les deux. J'en vis aujourd'hui, donc c'est les deux. Mais il plaît, alors que de base, tu vois, tu commences tard le dessin, avec un niveau pas ouf. Du coup, t'as un peu comme je dirais, genre, c'est un message, pas d'espoir, mais un peu quand même. Oui, non mais c'est ça, c'est un peu ce que je dis aux gens en général, c'est que en vrai, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Après, c'est une question de tes possibilités. Est-ce que tu peux t'y mettre H24 dessus? Est-ce que tu peux acheter le matériel qu'il faut? En fait, oui, si tu as l'envie, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Mais après, voilà, on n'a pas tous... Il y a des conditions. Voilà. Quand tu sors de bac, que tu peux te mettre dans une école où tu vas penser qu'à ça, faire que ça, forcément que tu progresses plus vite que si t'es marié, que tu as un boulot, que tu dois te... C'est ça, si tu as des responsabilités, c'est chaud. Si tu peux dessiner 1 heure par jour, tu progresses moins vite que si tu dessines 10. Ouais, bah complètement, ouais. Ok, mais t'arrives à Brassard, et là, année de prépa, tu rentres pas directement dans l'école, tu rentres dans la prépa de l'école. C'est ça, je fais la prépa. Mon pote avait sauté la prépa, il était directement arrivé en première année, parce qu'ils ont jugé qu'il avait un niveau suffisamment bon pour pouvoir la sauter. Et moi, non, du coup, moi je fais la prépa. Mais ça me va très bien, parce que reprise des bases à zéro. Ouais. Donc on te fait apprendre, tu refais de l'aquarelle, tu fais de l'encre comme en bande dessinée, tu fais de l'étude documentaire et de la nature morte. Donc tu prends ton petit crayon papier, tu regardes et puis tu dessines, quoi. Et ça sur plein de trucs, et ça m'a fait reprendre les bases. Enfin, les bases, c'est même pas les bases, parce que je savais même pas faire de la perspective avant ça. Mais je veux dire, ça m'inculque plein de trucs, et surtout, et je pense que c'est là où ça a été hyper décisif, c'est la rigueur. J'avais une prof, fallait pas que t'aies une trace dans la marge de ton dessin ou quoi. Ah ouais? À chaque tâche qu'il y avait un endroit, -1. Mais tu sais que ça allait être une de mes questions pour plus tard, parce que je trouve que t'as un line art qui est hyper clean. Je suis robot, moi. Mais voilà. Et bah, j'ai été formaté. C'est ça, parce qu'au début, quand la première fois que j'ai découvert ton travail, je me suis dit, ah mais c'est ouf, c'est tout vectorisé et tout, tu vois. Donc, je pensais que tu faisais ça sur Illustrator, mais pas du tout. En fait, c'est complètement organique, mais c'est juste qu'on m'a un peu formaté là-dessus. Et puis moi, j'aime bien que ce soit propre, le rendu final. Mais je veux dire, il y a un mélange des deux, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, t'as des artistes qui vont avoir un style très dans la dynamique, tu vois, genre faire des traits, etc. Et le rendu est incroyable. Et toi, c'est incroyable aussi, mais dans un opposé presque, tu vois. Ouais, hyper clean, moi c'est moins dynamique, c'est clairement, c'est plus réfléchi, c'est plus construit, c'est moins le geste qui va parler, c'est plus la réflexion qu'il y a derrière le dessin. Très structuré. Ouais, complètement, ouais. Je vois.
Bah, hyper stylé. Et là, si on t'entame une année de prépa, tu charbonnes de ouf. Ouais. C'est. Bah, à partir de cette année-là, je charbonne. Ouais. Jusqu'à, tu vois, aujourd'hui, ça va pas arrêter. On charbonne, et on ça charbonne. c'est quoi? C'est genre, t'as eu cours la journée, le soir tu rentrais. Et tu fais tes devoirs, en gros. Ouais. Mais les devoirs, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai toujours essayé de faire un espèce de truc, un effet double. C'est que, ok, fallait que mon dessin y réponde à l'exercice qu'on avait en cours, mais qu'en même temps, je puisse aller plus loin et que ce dessin soit déjà un premier truc que je puisse mettre sur les réseaux sociaux ou que je puisse mettre déjà, tu vois, dans un futur portfolio, Ok. en me disant, et pour que les gens puissent se dire, ok, c'est professionnel ce qu'il fait, alors que j'étais étudiant. Et tu vois, c'est un peu le truc du fake it until you make it. C'est vraiment le truc du. T'essayes C'est comme si tu crées. de le concrétiser, alors que Tu crées c'est. des faux logos jusqu'à temps qu'on te demande des logos. Bah, il y a un peu ce truc. Ouais, c'est un peu ce truc-là. Ok. C'est exactement ça. Donc, j'essaye de faire ça et faire, ouais, mon travail, en fait, faire une pierre deux coups. En fait, dans tous mes projets, j'ai toujours essayé de faire une pierre deux coups, tu vois. Ah De ouais. réfléchir comment est-ce que, si tu fais ce truc-là, est-ce que tu peux pas le dupliquer à côté Mais- et répondre à une autre demande, tu vois, en même temps. Mais c'est marrant que tu vois, tu penses à des choses comme ça parce que généralement, je généralise très beaucoup en disant ça, mais quand tu arrives en école d'art, t'as peut-être pas direct cette pensée monde du travail. T'as peut-être pas cette pensée, tu vois, genre Ouais. à développer un portfolio et t'es plus dans l'acquisition de compétences et le développement de ton art, Mhm. plus que dans le développement d'une structure qui te Ah, représente, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, je trouve que c'est quand même double parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est que même si effectivement j'étais pas déjà en mode il faut penser à demain, comment ça va se passer quand tu seras sorti de l'école, ça c'est pas. Enfin, j'y pensais pas dès le début, dès la prépa, c'est pas vrai. Ouais. Et ça, enfin, c'était pas possible, j'étais trop focalisé sur le fait de monter en expérience Oui, en termes de ça. dessin. Mais par contre, il y avait quand même ce truc de monter à côté, par contre, sur les réseaux sociaux. Ok. Et je savais que les réseaux sociaux, j'allais seulement pouvoir monter si je devenais meilleur en dessin. Et en fait, tout simplement, t'as pas le choix. C'est une vérité, tu vois. Tu ne peux pas monter sur les réseaux si t'es pas, en tant qu'artiste, si tu te contentes de faire un truc qui est moyen. Mhm. Le but, c'est, enfin, il y a un moment, t'es obligé si tu veux t'élever, il faut t'élever en dessin. Mhm. Donc l'un va avec l'autre. Tu vois, il y a un mec que j'aime beaucoup, qui est aussi illustrateur, que tu dois sûrement connaître parce qu'il est très connu, c'est Sam Does Art. Ah oui, ça me dit, oui, je connais le nom. Ouais. C'est un Canadien. Ouais. Et à un moment donné, dans une de ses vidéos, il répond un peu aux questions. Et quelqu'un qui demande justement comment tu fais pour réussir sur les réseaux. Et le mec il dit bah réussis d'abord dans ton art, tu vois. Genre si tu montes toi à titre personnel, forcément que ça va. Exactement. C'est- L'un et le schéma inverse peut se passer, mais ça sera plus compliqué. À ce moment-là, peut-être si tu fais de la vidéo et que tu mets des dessins dedans, tu vois, genre que tu arrives à habiller ton dessin avec de la vidéo, peut-être que tu vas monter sur le réseau, mais pas Ouais. pour ton dessin, mais pour. Et encore à ce moment-là, il n'y avait pas trop de vidéos parce que tu vois, on parle c'était il y a 10 ans. Ouais, Donc ouais, tu vois, donc il n'y avait pas encore la méta, faire des reels et tout, Ouais, c'est vrai. qui est pas vieille au final. Qui est pas très vieille, 2020. Ouais, c'est ça fait 4 ans. Ouais, c'est ça. Non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. En 2016, donc, tu fais un stage. Non, le stage c'est avant. Attends, je crois que tu as raison parce que je suis arrivé en 2014 du coup dans l'école. Ouais, moi j'ai un stage chez un mec qui fait des couvertures justement. Ah oui, ouais, Métastasis. C'est ok. Ouais. Première expérience pro. Enfin, expérience chez un pro. Alors, c'est actuellement le 3e stage Ok. que je fais. En fait, j'avais déjà des stages à faire l'année d'avant. Donc j'en avais fait un dans un studio de design graphique à Caen qui s'appelle Unique, où ça a été une bonne expérience parce que c'était vraiment un studio de design graphique, on va dire, assez conventionnel, Ok. assez classique. Et du coup, l'année d'après, là où du coup, juste avant de faire chez Métastasis, je l'ai fait chez Murmure, ce qui est aussi un studio de graphisme à Caen, mais pour le coup qui est un peu plus différent, qui est assez, qui casse pas mal de codes et qui est assez disrupteur à certains niveaux, qui bosse beaucoup avec des festivals de musique, Ouais. des choses comme ça, et le milieu, je sais pas, du design, de la techno, enfin il y a plein de trucs. Et du coup Métastasis, ouais, cette même année, donc effectivement 2014, ouais, ça doit être ça, ça commence à remonter, et incroyable. Ah ouais. Ah ouais, incroyable. Mm. Là j'ai entreaperçu vraiment ce que je voulais faire plus tard. C'est-à-dire. Le mec qui est chez lui, il est tout seul, il bouffe de la pochette d'album en écoutant du black metal à longueur de journée, il vit dans son univers et tout. Pour moi, c'était surhumain. En plus, alors, il a un studio qui est exceptionnel, où t'as plein d'objets. C'est un cabinet de curiosité quoi chez lui, donc c'est génial. Attends, tu me parles de ça, mais chez toi il y a énormément de choses aussi. Ouais, mais moi, à l'époque, quand je découvre ça, je suis encore étudiant. Bien sûr. Je me dis, oh putain, ah ouais, je suis quelque part. Là, je suis quelque part. Et, T'es dans un univers. ouais, et non, c'est là où j'ai vraiment le déclic.
et de me dire, j'étais déjà persuadé à 200% que je voulais me mettre en indépendant, faire les trucs dans mon coin, et puis je verrai si ça monte ou pas derrière. Mais je savais que je voulais faire ça, mais là ça m'a donné la conviction à 500%, je me suis dit, là faut que j'y aille, faut que je tape là, c'est sûr. Ah ouais? Ouais. Et lui il avait un style de dessin qui est assez loin de ce que tu fais aujourd'hui, je pense. Oui. Qui était plus dans ce qui t'inspirait avant. Ouais, complètement. Il y a quand même ce côté où il y a plein d'éléments dans le dessin. Exactement. Mais très en noir et blanc. Ouais. Très plus organique aussi. Ouais, c'est ça. Bah, plus inspiré de la gravure de manière générale, ce qui était moi l'un des trucs avec lesquels je me suis vraiment mis au dessin à fond. Tout ce qui était Gustave Doré, t'as quoi d'autre? T'as Albrecht Dürer, pareil. Enfin, on va dire c'est les deux gros noms dans le game de la gravure. Et puis après, c'est venu aussi avec des trucs genre Fortifem, qui étaient du coup les personnes qui m'ont permis d'avoir ce stage, qui sont un duo d'illustrateurs français. Et du coup, oui, ça se rejoint parce que gravure, métal, tout ça, tout va ensemble. Ouais. Et effectivement, il y a ce côté déjà foisonnant de détails, graphisme hyper... comment dire, hyper recherché, parce que lui, ce qui était intéressant chez Metastasis, et c'est ça que j'ai vachement aimé, c'est que le mec, il a beau être dans le métal, en fait, il est là pour casser tous les codes. Ah ouais? Ouais, il a beau bosser avec les groupes les plus puristes du monde, tout ce que tu veux, il va faire des propositions et il va dire, en vrai, on vous attend trop au tournant sur des trucs comme ça, vous avez tout intérêt à proposer quelque chose de plus novateur. Okay. Et lui, il était hyper strict là-dessus, il était en mode genre, si vous aimez pas mon idée, c'est qu'avec moi, faut pas bosser avec moi, tout simplement. Donc ouais, vraiment, c'était fuck off. Ah ouais, il y a assez confiance en lui pour lâcher ça. Ouais. Ça doit être hyper formateur. Oui. Okay. Ouais, ça dure combien de temps? Ça dure un petit peu plus d'un mois, je crois. Ah, quand même. C'est pas très long, mais c'est... pas très long, mais souvent dans l'art, les stages, c'est 2 semaines ou des choses comme ça, tu vois. Quand tu vas à un atelier ou... Ouais, bah ça dépend. Moi, je t'avoue, sur la fin d'études, c'était 1 mois et demi, 2 mois. Okay. La durée maximum légale, sans avoir besoin de payer un stagiaire, exactement. Toi, t'as dû connaître par la suite dans le rôle inverse? Ouais, mais non, moi j'en joue pas, non. Okay. Ah non. Si le mec il est bon, justement, j'ai envie qu'il reste et qu'il continue, tu vois. Bien sûr. Il est trop bien. En 2016, toujours dans le côté un peu inspiration et ce qui va forger ton style aujourd'hui, tu pars au Japon. Ouais. Et là, première fois que tu vas au Japon d'ailleurs. Petite claque? Ouais. Ouais, grosse claque même. Alors je sais plus c'était quand la première fois, mais effectivement c'était je pense il y a 8 ou 9 ans. J'y vais, ouais, c'est la claque ultime. C'est vraiment... j'adore, parce que tu tournes la tête dans la rue, tu vois je sais pas combien de panneaux publicitaires, tu vois des architectures de ouf, il y a plein de gens, il y a des caractères japonais dans tous les sens. Ça foisonne. Ouais, je reviens toujours à ce terme-là à chaque fois, c'est que ouais, t'en as dans tous les sens, donc t'en prends plein la gueule en fait. Et c'est trop chouette. Et en même temps, t'en prends plein la gueule, et après tu fais 3 rues, t'arrives dans une petite rue hyper calme où tu vas voir un temple, et là t'as le contraste qu'on aime tant du coup chez eux, hein, et ce truc de du coup entre tradition et modernité. Et là t'arrives dans le côté où tu te dis putain là c'est calme et tout, ça fait du bien, c'est reposant par rapport à la grosse ruelle commerçante où j'étais tout à l'heure. Et cette espèce de contraste est vraiment... Déjà c'est hyper représentatif je trouve encore une fois de ce que tu fais, où tu peux avoir des tableaux comme celui qui est juste derrière toi qui est très foisonnant, et à l'inverse, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais le petit poulpe orange qui est tout seul au milieu de son illu, tu vois, avec un titre au-dessus, etc., les petits logos qui vont bien, mais qui est quand même très calme, tu vois, comme il. Ouais. Donc c'est marrant, il y a ce contraste, je trouve qu'on retrouve bien aussi dans ce que tu fais, c'est assez cool. Ouais, non, c'est chiant. Donc en 2016, tu es toujours en études, tu finis en 2018. Oui, c'est ça. Et là, tu crées PM Studio? Ouais, en fait, je me suis démerdé pour que PM Studio soit le prolongement de mes études. En gros, j'ai commencé à bosser déjà en parallèle. Je me suis mis à bosser en première année, donc après ma prépa, à prendre des petites commandes, tu sais, genre pochette d'album, des petits logos à 50 balles, enfin des trucs... Sur des gens de camp que tu connaissais Oui, soit des trucs d'internet, soit gens de camp. Donc vraiment plutôt soit cercle proche, soit des demandes improbables. Ah, on est déjà là-bas? Ouais, mais en fait, j'allais dire, même, tu sais, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de followers. T'as 300 personnes qui te suivent, tout pété, déjà, en général, c'est 95% c'est tes potes. Et après, ça commence à être des gens qui te suivent par intérêt pour tes dessins, on va dire. Non, ouais, les premiers trucs, c'était ça, quoi. J'avais son père, et puis au fur et à mesure, ça vient, tu vois. Donc, ouais, dès le début. Mais je pense toute personne quasiment en a dès le début. Après, c'est une question, est-ce que tu arrives à concrétiser dès le début tes premières demandes aussi?
c'est est-ce que t'es ok pour faire le dessin, est-ce que t'es ok pour faire tel logo, est-ce que t'as le temps, enfin, il y a plein de trucs quoi. Ouais, parce que faut dire qu'à côté de ça, t'étais toujours en études. Ouais. En général, les écoles d'art, t'as des rythmes qui sont lourds, Ouais. tu vois. Donc c'est vrai que rajouter ça en plus... C'était 8h minuit tous les jours, donc voire plus, donc... Mangaka. Exactement. Exactement. Toi, t'as bien potassé le sujet, hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. Mais oui, parce que moi, les mecs qui me poussaient quand j'ai commencé le dessin, parce que je m'étais dit des fois que je deviens bon en dessin, je ferai un manga. Toujours pas, du coup. Et toujours pas en stock. Ça va pas arriver tout de suite. Mais et en fait, le truc qui me poussait, c'était de me dire, mais attends, s'il y a un mec à l'autre bout du monde, il est ok. Enfin, je sais pas s'il est ok avec lui-même ou s'il a juste pas le choix, mais il va se dire, tiens, bah moi je vais bosser 18 heures par jour pour progresser, pour faire mon dessin et tout. Bah, moi je me suis, bah en fait, à un moment, si je fais pas ça non plus, quand est-ce que je deviendrai potentiellement aussi bon qu'eux, tu vois? Bah jamais. C'est sûr. Enfin, après t'as des génies et tout, mais je veux dire... oui, mais quand t'es pas un génie, c'est le travail qu'il fait, quoi. Bah dans tous les cas, ouais. Puis le génie, en fait, c'est juste qu'il se rend pas compte qu'il travaille, donc il le fait tout le temps. Et lui, c'est un golemon, mais... Travailler genre 8h minuit, parce que tu vois, c'est très enfin, en plus, c'est pas monotâche, mais c'est la même position, même endroit, tu vois pas, tu vois, c'est sédentaire, alors qu'avant, t'étais sur scène, en train d'animer des foules, tu vois. Ouais. C'était pas dans les infos que j'ai trouvé. Mais non, pas monotâche, parce que justement, comme ça revenait avec mes histoires de... Enfin, c'était avant tout des travaux que je faisais pour l'école. On avait différentes matières. Donc un coup c'était de la gouache, un coup c'était de l'acrylique, un coup c'est un truc à fabriquer, un coup c'est un travail à la plume en noir et blanc. En fait, le fait de changer de support et de matériel, c'est changer d'activité. T'as de la variation quand même, et puis comme de toute manière à ce moment-là t'es en phase d'apprentissage, il faut que tu bouffes de la référence, du dessin, de l'anatomie, des machins, bah t'as pas le choix de toute façon, donc tu le fais. Donc pour revenir en 2018, tu crées PM Studio, qui était déjà fait un peu pendant les études avec c'est ça. Commun. Et en fait, voilà. Et du coup, juste par rapport à ça, c'est que à la fin de mes études, j'avais un diplôme à faire, et il fallait faire une espèce de truc un peu, un gros projet, tout simplement, avec ta grosse charte graphique, tes logos, du motion design si tu voulais. Et l'idée, c'était de pitcher à un jury ton truc et que ça soit convaincant graphiquement. Tu vois, et de dire bah voilà, moi j'ai fait ça pour par exemple telle marque, et l'idée c'est que on va vendre tel truc. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était pas juste une histoire de branding, il fallait que le projet aille avec. Donc il y avait même un peu, pas un business plan à mettre, mais tu vois, il y avait une espèce de viabilité de ton projet. On essayait de voir s'il était quand même bancal. Et en fait, voir s'il y avait une bonne réflexion derrière, quoi. Exactement. Et du coup, moi j'ai dit, bah, ni une ni deux, en fait, je vais faire PM Studio parce que c'est déjà ça mon truc, c'était déjà mon nom, machin. Mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire après. Bah en fait, autant faire des trucs que je vais vraiment devoir faire et faire déjà mes fichiers que je vais devoir envoyer à mon imprimeur dans 3 mois, tu vois. Bien sûr. Quitte à faire. Donc j'ai bossé sur ma DA. Tu crées le logo, tout ça? Ouais, je fais tout. Et en fait, je le fais même pendant un peu mon stage, enfin tous ces trucs-là, je le fais un peu en avance. Et je prépare tout, logo, dessin, enfin charte graphique, les typos à utiliser, les codes couleurs. Tu fais ça bien, ça cool. J'essaye, ouais. Bah, en fait, ça me tient d'autant plus à cœur parce que c'est pour WAM, et après ça va me servir. Donc c'est pas juste un truc que je vais faire et je mettrai sur un portfolio qui vieillira après sur internet. Et comment ça se fait que tu avais déjà cette démarche d'être indépendant? Parce que quand tu es en cours, t'es pas forcément entouré de personnes qui sont déjà indés. Il y a peut-être aussi, je crois qu'il y a cette histoire comme quoi tes profs te disaient oubliez d'être indépendant, ça sera dans 10 ans après que vous ayez travaillé pour des entreprises, tout ça. Ça va. Non, moi, on n'a pas trop eu ce discours-là, mais c'est vrai qu'on nous disait c'est bien de se faire une expérience en agence et après tu verras si ça marche et si tu as vraiment envie, bah, tu fais ton truc toi-même. Moi, je sais que j'ai jamais eu envie d'aller en agence ou quoi. C'était naturel en fait pour toi de faire ça? Oui. Ouais. Parce que j'avais juste pas envie de me... En fait, ça a toujours été dans le même principe, et là je pense que ça va plus loin juste que le dessin, c'est juste que je me suis jamais dit je vais bosser pour quelqu'un d'autre que moi. Parce que j'ai envie si je fais les choses, en fait je les fais pour WAM, j'ai pas envie de... Si je veux créer de la valeur ajoutée à quelque chose, bah vas-y, c'est pour que ça me retombe chez moi, tu vois, enfin c'est pour moi, donc je voulais d'abord faire un truc avant tout, un studio qui était, où je faisais les dessins que j'avais envie de faire, parce qu'on retombe toujours d'ailleurs sur ce truc de, en design graphique, en illustration, en motion, en fait en créa de manière générale, ce que tu montres,
et la chose qu'on va te demander par la suite en termes de commande client. Bien sûr. Et je voulais pas nourrir un portfolio avec des trucs qui me ressemblaient pas, pour des clients que j'aimais pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas des clients, on a capté. Et, et voilà, et je me suis dit, moi je veux faire des trucs Jap, un peu vintage, un peu ceci, un peu cela. Et en fait, let's go, faut que je fasse des trucs comme ça, pour moi. Comme ça, on te repère pour ça et on fait appel à toi pour ça. Exactement. Et en fait, ça me faisait un positionnement de niche, tu vois. Il y avait déjà le marketing et tout. Clairement. En plus, depuis le temps, j'ai noté quelques clients et collabs que tu as pu faire. Il y a des trucs vraiment stylés. Alors, je sais pas, mes sources sont parfois peut-être bancales, donc si je me trompe sur quoi que ce soit. Vas-y. J'ai noté des collaborations ou des travaux réalisés pour Pepsi, Apple, Omega, la réédition du roman de Murakami. Ouais. Enfin, je veux dire, Omega, marque de monde de luxe, Apple, positionnement extrêmement qualitatif. Ouais. Pepsi très innovant sur la communication et sur plein de choses. C'est Ouais. des beaux clients, tu vois. Ouais, c'est aussi client. Alors, oui. Je veux dire, juste Pepsi, c'est quand même la marque qui a changé le plus de logos au monde, Oui. mais oui. Non, c'est des projets de ouf. Mais il y en a eu encore plein d'autres depuis. Mais ouais, non, c'est cool. Mais tu vois, ça, c'est arrivé assez tard, mine de rien. C'est arrivé tard, ces projets-là? Ouais, j'ai eu quelques trucs, genre Pepsi, effectivement, qui arrivaient vers les débuts. Decathlon, ça a été aussi un truc qui est arrivé plutôt vers les débuts. Ouais, c'est des trucs qui sont vraiment arrivés goutte à goutte, tu vois. C'était plus des commandes américaines? Ouais, c'était beaucoup plus des clients étrangers, ricains, anglais, asiatiques, ouais. Okay. Parce que tout était sur Behance, donc sur internet, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, mon Instagram, quand je suis sorti de mes études, je devais être à entre 8 et 10 000 abonnés, un truc comme ça sur Insta. Donc c'était déjà pas mal. J'avais déjà un... Surtout en 2018. Ouais. Enfin, tu vois, en quoi que 2018, ça va, ça c'est quand même déjà... Ouais, non, c'était déjà bien lancé. Mais par contre, oui, c'est vrai que c'était bien. En tant qu'illustrateur, ça donnait déjà un peu de crédit à ce que je faisais. Bien sûr. Et c'était clairement ça le but. D'ailleurs, quand je suis sorti de mes études, c'était de me dire... d'ailleurs, tu vois, j'avais comme objectif d'avoir 10K en sortant de mes études, et je les avais pas. Et du coup, je me dis, putain, j'ai pas réussi ça. J'en étais pas loin, tu vois, mais ouais. Et typiquement, tu fais quoi pour le genre de marque? Genre pour Apple, t'avais fait quoi? Pour Apple, c'est quelque chose qu'on a fait l'été dernier. D'ailleurs, on était en transition dans ce local. Okay. Et on était entre l'autre et celui-ci, on faisait le déménagement, donc c'était hyper chaud à faire. Mais en gros, ils ont fait la Japan Week sur comment ils appellent ça? L'Apple... ouais, l'Apple Store. Et en gros, ils avaient mis à l'honneur toutes les applis françaises avec des thématiques japonaises. Okay. Et l'idée, c'était de mettre en valeur tous ces trucs-là. Mais tu vois, ils avaient mis en valeur autant du contenu de Louis San, son podcast. Ils avaient mis en valeur la chaîne de Inotis qui est sur TikTok. Donc ils avaient mis pas mal de trucs en valeur. Et nous, on était là pour faire des dessins qui étaient... ouais, pour habiller le tout. Exactement. Okay. Donc, hyper stylé. Depuis, il y a PM Studio, ça a bien évolué. Parce que si on arrive, je sais pas à quel moment tu commences à recruter. Moi, les premières infos que j'ai eues, c'était en 2022 que les équipes s'agrandissaient. Je sais pas si... Et en fait, oui. Alors, les équipes s'agrandissaient à ce moment-là. Oui, c'est vrai. En fait, on peut dire ça parce que ça a commencé d'abord avec le fait de prendre des stagiaires. Et Chloé était la première stagiaire que j'ai pris. Et après, en fait, je lui ai dit, tu veux continuer? Ok. T'as fini tes études, est-ce que tu veux rester? Et tu t'as pu l'embaucher? Et elle a commencé... Non, je l'ai pas embauchée, mais je l'ai prise en freelance d'abord. Ouais, exactement. Ok, parce que quand tu prenais en stagiaire, c'était quel type de stage? Illustration? En fait, c'est un peu de tout. Parce que moi, les tafs que je vais filer, on va dire, aux stagiaires, ou du moins, toutes les personnes avec qui je travaille, ça va être vraiment une question de qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat et c'est quoi les prochains trucs à venir. Et en fait, c'est-à-dire, ok, là, dans l'idée, il faut faire telle illustration pour tel client, elle va m'aider sur le projet du client. Okay. On a un nouveau print à sortir sur la boutique en ligne, il faut faire toute la communication, les stories, les visuels, tout ça pour démarcher. Pour démarcher, pour poster en ligne. Et va falloir faire tous ces trucs-là. Les mock-ups, les mock-ups, la décli, réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Les fiches produits pour le site web. Quand il faut monter des meubles, exactement, voilà, du coup. Donc, et si tu viens, si tu t'installes, c'est qu'il va falloir besoin d'un bureau à un moment, donc voilà. C'est assez fort parce que il y a un truc qui est pas facile. Alors je me trompe peut-être et t'as peut-être une vision complètement différente, mais tu vois, le cœur de ton business aujourd'hui, tu l'as dit, c'est des commandes ou bien de la boutique, mais de choses qui te ressemblent, que tu crées. Et pourtant aujourd'hui, t'as d'autres personnes qui vont travailler sur ces mêmes produits.
parfois même peut-être les créer ou les réagencer ou les Ouais. Et c'est pas facile de déléguer, tu vois, un art, tu vois. Non, bah, c'est clairement quelque chose qui prend du temps, mais on va dire, moins tu délègues, moins ça prendra du temps si tu veux laisser la patte un peu à quelqu'un pour qu'il puisse t'épauler sur ce travail-là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même pas mal de turnover avant de pouvoir trouver aujourd'hui Léa qui travaille avec moi notamment et qui se débrouille très très bien. Et elle n'a pas réussi le truc, tu vois, comme ça en un clin d'œil, mais aujourd'hui, à force d'avoir eu des retours, de lui laisser aussi de la marge, de la possibilité sur des projets, parce que je la laisse aussi concevoir des trucs. Quand j'ai un truc pour un client, et je la laisse d'abord, tu vois, faire un premier round sur les croquis par exemple, et je vais dire, ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et du coup je vais dire, ok, ce truc-là on peut le développer un petit peu. Comme ça après, moi je regarde ce qu'elle a fait, je le retravaille de manière à pouvoir répondre vraiment à la demande du client. Donc si vous faites l'intervenir dès les croquis. Elle peut intervenir dès les croquis. C'est ouf. Ouais, mais en fait, je pense qu'une fois que tu as compris les codes visuels dans les... C'est ça. Okay. Une fois que tu as compris les codes visuels, que ce soit les couleurs, le line art, la manière, l'épaisseur des traits, tous ces trucs-là, et que tes forces de proposition, surtout, et c'est là où c'est quand même ça le plus dur, mine de rien, en fait, pourquoi pas, tu vois. Donc moi, si je vois que effectivement il y a matière à m'aider dessus, et vas-y, je vais te filer quelques projets. Et si tu arrives à bien les mener, je t'en donnerai un peu plus, et puis etc. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est aussi une affaire de confiance et de compétences qui vont... Ouais, complètement. Faut que le ping-pong il se passe bien aussi avec la personne, tu vois. Faut que le dialogue il puisse être facile et assez pratique. Parce que moi, là-dessus, je suis quand même très regardant, tu vois, évidemment. T'as une image qui... Voilà, j'ai construit un truc. Ils achètent ton image, enfin ton style, c'est un peu aussi, tu vois... Voilà, donc faut que ça reste bien respectueux de ça, tu vois. Donc c'est pas évident, tu vois. Et comment tu les... Aujourd'hui, vous êtes combien ? Non, mais en fait, sur PM Studio, on est 3 officiellement. Ouais. Enfin, même 4 parce que y a moi, il y a Louis qui est alternant, c'est pour ça que je dis 4. Et il y a Léa et Léa qui sont salariés. Et à côté de ça, j'ai monté une imprimerie avec Pierre. Ouais. Du coup, on est associés sur l'imprimerie. Et à côté de ça, aujourd'hui, j'ai Tanguy, Bastien qui sont freelance et qui font... Bastien, par exemple, fait des tapis en tufting. Ouais, mais je vois très bien, ils sont sur ton Trop site, bien. Ils se débrouillent trop bien et c'est trop bien. Et lui, tu vois, par exemple, on a envie qu'il fasse plus de textile, donc monter en compétence sur d'autres trucs. Donc ça serait trop charmé. Il fait de la prépa commande et des trucs comme ça. Et par contre, Tanguy, tu vois, à côté, lui, il a un profil un peu passe-partout. Il a fait notamment toutes les structures et les décorations sur les Yoko Show, les gros stands qu'on fait maintenant aux conventions. J'ai vu à Lyon. C'était très Exactement, très comme à Lyon. Lyon, il était très solide. Merci. C'était une dinguerie à préparer ce truc. Ça avait l'air. Et... au début, en fait, moi je connaissais pas l'ampleur de ce que tu faisais, etc. Enfin, tu vois, j'avais des primes de toi chez moi. Ouais. Et quand je suis arrivé cette année à Japan Touch, j'ai vu, t'as littéralement le plus gros stand de la convention. Je me suis dit, waouh! Oui. On m'a proposé un truc, j'ai dit je peux vous faire un truc sympa, mais il me faudra plus grand. Ouais. C'est la Japan qui est venue vers toi? Exactement, c'est ça. Okay. À la base, on devait faire une exposition et je leur ai dit on va faire une expo juste de mes dessins. Je vois pas trop l'intérêt parce que. Les boutiques en ligne. Non, mais c'est juste, je veux dire, même t'es dans un événement où les gens se déplacent c'est bien que ça soit plus animé, que ça soit plus grandiose. Enfin, il y a énormément de trucs à faire en fait. Et je lui dis, si tu me laisses un peu plus de marge de manœuvre, moi je te fais une ruelle, PM Studio. C'était littéralement ça. Et c'était l'idée. Et d'où l'idée en fait que j'avais envie de ramener le Japon en France un peu, tu vois. Donc ça, toujours dans cette direction. Ramener les détails, le foisonnement en France. Ça rendait très bien. J'étais surpris. Hein. Franchement, bravo. Merci. Donc ton équipe, elle est 3 fixes salariés, alternants. Pierre qui a l'imprimerie, parce que on y reviendra après, mais tu développes du coup une nouvelle activité. Et 2 freelances qui travaillent aussi pour toi. Belle équipe. Comment tu recrutes? Ces gens que tu connais ou... Il y a un peu de tout. C'est marrant. En vrai, chaque cas est complètement différent. Pierre, ça a été une suite logique parce que c'était l'imprimeur, c'est lui qui m'avait proposé utilise tel type de papier, on va faire tel type de réglage sur les imprimantes pour faire tes impressions, machin. Ouais. Et on avait déjà commencé à bosser ensemble quand j'étais encore en école parce qu'il imprimait mes projets d'école. Ouais. Donc ça fait déjà longtemps. Donc Pierre, on va dire, c'est devenu un pote.
Bah oui, entre deux, c'est surtout ça. Donc on savait comment bosser chacun et les choses se sont faites assez naturellement, on va dire. Donc voilà pour Pierre. Par exemple, Léa, ça n'a rien à voir. Léa, c'était pour son mémoire. Et il fallait qu'elle faisait un mémoire sur le management d'artistes et il fallait qu'elle interroge, elle allait demander à des artistes et tout. Et il se trouve qu'en demandant à une de ses potes, son grand frère était un ami à moi et du coup tu vois on s'est rencontrés comme ça, elle me fait son mémoire et tout et en fait je réponds à ses questions, tout ça et à la fin je dis au fait si t'as besoin de taf bah let's go en fait parce que j'ai de quoi faire là, ça se développe en ce moment là donc et ce qui est trop marrant c'est que du coup 2 mois après tu vois elle me rappelle, elle me dit bah, j'ai fini mes études si tu veux Go. On peut essayer quoi. Incroyable. Et depuis elle est là. C'est trop fort. Elle veut plus partir. Je sais pas si on a entendu. Je sais pas non plus. Parce que là, on est dans tes nouveaux locaux, mais on y reviendra après. On arrive en 2023. Tu commences à les conventions pas mal en 2023 ? Ouais, en fait j'en ai fait 2-3 fin 2022, c'est ça. Et c'était pas du tout un truc. Je connaissais pas en fait avant. Je savais que la Japan Expo ça existait, mais je savais pas du tout qu'il y en avait d'autres en France. Il y en a énormément, il y en a vraiment tous les week-ends. Qu'il y en a en fait, ouais exactement, énormément. Et que c'était un truc sur lequel je pensais travailler dans le futur quoi. Pas dans la strat. Non, à la base c'était pas du tout ça. Et tu vois, c'est une pote, elle me dit oh vas-y inscris-toi sur Shizen Market, qui est un événement qui a lieu à la Cité Fertile à Pantin, à côté de Paris, tous les ans. Et je me dis ok vas-y. Et je vois le truc, ça marche trop bien. J'adore, je rencontre trop de gens. Je rencontre d'autres artistes, donc je rencontre des pairs. Donc je me dis déjà, je suis plus tout seul dans mon métier. Ça c'est trop bien. Je m'étais déjà fait plein de potes sur Insta qui sont artistes tout ça, mais je veux dire, c'est pas pareil d'aller rencontrer les gens qui sont un peu dans la même niche, le dessin japonais et tout ça, et de se dire, bah ok, bah ces gens-là aussi essayent d'en vivre, et de mutualiser nos connaissances, de se rendre compte comment est-ce que ça marche pour chacun, et ça c'était hyper intéressant. Et puis il y avait ce truc également je m'étais lancé en parallèle sur Twitch avant ça, ouais. Et on va dire, ces événements-là étaient un peu des moyens de rencontrer les gens, tu vois, qui me suivaient vraiment, quoi. Et je me suis dit, c'est ouf. Et en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que je rencontrais plein de gens, tu vois, qui suivaient mon taf, je me suis dit, putain, mais c'est ouf, en fait. J'ai réussi à rentrer un peu dans la vie de plein de gens, tu vois. Déjà bien avancé, t'as pas eu l'étape du petit stand qui est genre dans un coin de la convention où il voit pas grand monde la journée. Si, je l'ai eu. Je l'ai quand même eu. Je l'ai pas eu très longtemps, mais par contre, ouais, je l'ai eu et c'était trop bien. Les premières, c'était fou. C'était quoi la première grosse la Meginasia ? Ouais, là c'est la première fois où on avait pris un stand aussi gros, on avait pris 20 mètres carrés, donc c'était beaucoup trop, on était parti à 4 ou 5, on pensait qu'on allait être sous l'eau, en fait pas du tout. On a fait un bon week-end quand même, mais c'était pas... Moi je m'attendais à me faire déchirer. Non, par contre, la plus grosse, au début, qui a été surprenante, ça a été Animasia, et on avait un stand de 6 mètres carrés, on était à 2, et... Vous êtes fait avoir. Et là on s'est fait déchirer, et là je me suis rendu compte que, ah ouais, effectivement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, je me suis dit putain les gens ils aiment bien et tout, c'est cool, je reviendrai à Bordeaux. Tu m'étonnes. Parce qu'en plus t'étais très dans le digital parce que les primes tu les vendais déjà mais tu les envoyais. Oui. C'est-à-dire que t'avais pas encore ce contact avec la commu. Tu vendais aussi en physique, je crois que t'étais déjà dans pas mal de magasins, plus d'une centaine. Alors à ce moment-là j'étais déjà en magasin, ouais, alors beaucoup moins qu'aujourd'hui. Enfin, il y en avait dans beaucoup moins, mais par contre, oui, c'était déjà dans quelques magasins. Je pense qu'il devait y en avoir peut-être une dizaine, tu vois, à tout péter. C'est avec une dame qui habite dans ta rue ? Ouais, dans la rue d'à côté, ouais. Alors, elle habite pas dans la rue, mais d'à côté, mais elle a son magasin dans la rue d'à côté. Ouais. Et c'est un jour, en descendant la rue, je vois, et je me dis, ah mais c'est bizarre, c'est des affiches à moi, ça et tout. Et je me dis... Mais comment ça se fait qu'elle ait ça et tout ? Et en fait, je vois, c'était un revendeur Wall Edition qui revend mes affiches, tout ça. Et voilà, et moi, je touche une commission, tu vois, sur chaque vente. Et en gros, je vois les trucs et je dis, putain, mais c'est marrant que t'aies ça, tu sais que c'est moi qui l'ai fait ? Et elle me fait, mais non. Et là, elle bug. Mais vraiment, elle a bugué, elle fait, mais non. Et mais t'es de quand Je dis bah ouais j'habite au-dessus là. Elle me fait mais non. Mais du coup à partir de là on a commencé à bosser ensemble évidemment. Super drôle. Mais c'était trop drôle, c'était lunaire. Mais moi j'avoue j'ai vu le stock dehors dans la rue, je me dis putain mais elle est en train de charger ça et tout, mais c'est trop marrant d'avoir les dessins.
C'est un peu une consécration, je sais pas, c'est... Ouais, c'était marrant. T'es plus au courant de où ça se vend et tout, tu vois, et genre tu Ouais. le truc alors que c'est ton produit de base, je trouve que c'est... Ouais. Après, on n'a pas une centaine, il n'y a pas une centaine de boutiques qui revendent, mais il y en a eu une centaine en tout, je pense. Ouais, non, c'est dans ces eaux-là. Okay. 2024, donc l'année actuelle, Mhm. on arrive en mars, là on est le 29 février. Mmh. J'ai l'impression que tu passes encore une étape parce que là on parle plus de... Bon, t'avais des studios où c'était même chez toi 70 mètres carrés. Ouais, c'est ça, c'était mon appart. Ouais, Ouais. c'est ça, où tu travaillais avec tout le monde qui passait et tout. Là, t'as des locaux, et pas des petits locaux, ils sont juste énormes, j'ai l'impression. Il fallait de la place là. Mais oui, parce que tu vois, quand je suis arrivé, Ouais. quand je suis rentré, je me suis dit, mais s'il me laisse tout seul, moi je me perds. Je sais pas. T'es pas arrivé par le bon côté déjà. Ouais. Et c'est juste immense, c'est hyper stylé. Et dedans, t'as une imprimerie. Ouais. C'est incroyable. Bah, ça a été toute l'idée de ce bâtiment, c'était que évidemment, j'allais pas me mettre dans un truc aussi grand si j'avais pas de projet qui prenait plus de place que ça, quoi. Et là, évidemment, on s'était rendu compte qu'à l'appart, dans 70 mètres carrés, les jours on était 5 ou 6 parce que ça arrivait. Quand t'as 2 stagiaires, t'as 2 freelances qui bossent régulièrement, qui viennent de temps en temps, et que t'as, je sais pas, t'as un alternant, tu reçois quelqu'un, machin, enfin bref, t'es vite beaucoup. Et en fait, on s'est rendu compte que toute la partie studio, ça allait. Mais dès qu'il fallait préparer des commandes, on faisait toutes les commandes dans une pièce qui faisait 12 mètres carrés, tu vois, donc autant dire que ça se fait très bien. Mais par contre, il y a un moment, quand tu reçois tes cartons et que tes cartons, bah, tu commences à les, tu vois, les acheter par 300, des trucs comme ça, bah, faut allouer 2-3 mètres cubes. C'est ça. Donc, Soit t'as une salle de bain, soit t'en as plus, quoi. c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais quand on a commencé à voir que des fois, il commençait à y avoir une fois de temps en temps un truc qui arrivait sur palette, on s'est dit, ok, bah là, un appartement, ça devient compliqué. Et je cherchais des locaux depuis un moment, et je m'étais dit, putain, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de trouver quelque chose. Et je commence à visiter des locaux, et il y a un jour où c'est le 2e ou 3e que je visite ce jour-là, et j'en ai une dizaine de prévus. Et je tombe sur celui-là. Alors, on a fait des travaux depuis, tout ça, t'as vu tout à l'heure, mais je vois le truc, je me dis, putain, il y a un potentiel de ouf. Là, il y a trop un truc bien à faire, et je creuse, je me rends compte, ok, le DPE, enfin bref, les trucs énergétiques, tous ces trucs-là, bon, c'est pas top, va falloir isoler, faire des choses, mais il y a de quoi faire. Je vois l'espèce de grande vitre que tu as vue là qui donne sur l'imprimerie, et là, ça a été le coup de cœur. Je me suis dit, mais ça c'est ouf, je veux trop ça, je vois jamais de bâtiment où il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Rodolphe qui disait ça. Ouais, putain, C'était une des sources pour les recherches, pour l'interview, la vie de Rodolphe m'a pas mal aidé. Ah bah ouais. Ah bah oui, tu m'étonnes, il a fait un bon gros dossier. Ouais. Et c'est trop stylé. Et c'est une étape, tu vois, genre de prendre des locaux, surtout aussi grands, d'un coup, tu vois. C'est comment toi tu l'as senti? Alors, excité ou craintif un peu, tu vois. non, alors craintif jamais. Pas trop. En fait, je suis pas pessimiste sur les trucs. Je les fais tout le temps chier l'équipe avec ça, genre quand je dis c'est un flop, et puis on s'en bat les couilles, on va rebondir. Mais par contre non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait ça s'est fait progressivement vraiment, parce que on était à l'appart, machin. Si tu veux, les bâtiments comme ça, t'as tout un montage juridique, tout ça. Enfin, tu l'achètes pas en ton nom, tout ça. Tu fais ça avec ta boîte via une structure et tout. Et déjà, il y a eu tout ce truc-là où déjà, fallait commencer à comprendre. Tout le montage qu'il y a. Voilà, et à côté de ça, la création de société, tous ces machins-là. Et parce qu'il y avait ça qu'elle avait, tu vois. Nouvelle imprimerie, nouveau bâtiment, machin. Il y avait de la SCI, la société pour l'imprimerie, PM Studio qui est passé en société entre deux. Bref, il y avait tout ce machin-là. Et il fallait commencer à comprendre un petit peu tout ça. Donc j'ai un peu mis les mains dedans. Et en fait, clairement, ça m'a fait voir vraiment c'est quoi, tu vois, les vrais bails d'entreprise, tout ça, quoi. Et je comprends le truc petit à petit, puis en fait... Et tu t'entoures pour ça? Ah bah ouais, bah oui. Depuis, tu vois, genre, j'ai changé de comptable, bisous au précédent. Je me suis entouré d'un avocat fiscaliste, parce que c'est hyper important, tu vois. J'aurais pas su faire ça de moi-même, et je l'aurais sûrement très mal fait. Pareil, le banquier, tout ça, enfin... faut aller voir du monde quand même, parce que moi, je pouvais pas faire ça. Après... J'avais la chance que mon père, il est de bons conseils aussi, tu vois. Il m'a aidé aussi sur le projet. Tes parents, ils sont de quel secteur? Mon père, avant, il avait un cabinet d'assurance sur Caen. D'accord. Il a arrêté, maintenant, il a un hôtel à Dinan.
Okay. Donc il gère un petit hôtel et tout, c'est trop chambé. Ouais. Il y a déjà eu ce truc de récupérer un bâtiment. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Et ma mère à côté, elle bosse à la caisse d'épargne. Okay. Où elle appelle les gens pour leur dire vous êtes dans le rouge, ce serait bien de. Du coup, quand t'es comme ça. Alors non, moi ça va parce que je suis pas à la caisse d'épargne, désolé. Mais par contre, oui, j'avais ce truc de me dire bon, il faut que je fasse gaffe à mes finances, il faut que si demain il faut trouver un bâtiment, tout ça. Je savais que oui, j'allais pouvoir m'entourer. C'est clair, ça joue, hein, mine de rien. Qu'on te dit, bah là, vaut mieux aller voir ce notaire, là, vaut mieux aller voir telle personne. C'est sûr. Mais c'est pas du tout un truc que je connaissais pour autant, par contre, tu vois. Vraiment, j'ai découvert tout ce truc-là. Et en fait, aujourd'hui, au début, ça me passionnait pas. Et aujourd'hui, en fait, ça me passionne. Je trouve ça trop bien. Trop bien. Donc, si je résume aujourd'hui, ton activité, elle va être divisée, je dirais, peut-être je me trompe, mais en 4 parties. Moi, je mettrais forcément ton activité d'illustrateur graphiste pour des clients. Ouais. Ton activité d'illustrateur graphiste pour toi, donc ta boutique, pour excuse-moi. Exactement. L'imprimerie. Ouais. Qui est en route là. Je sais pas si vous avez déjà. On est officiellement ouvert là depuis début janvier. Ok, donc très récent. Ouais. Et la dernière, je sais pas si tu comptes ça dans ton activité, mais tu vas avoir des artistes qui vont venir travailler ici. Parce que c'est quelque chose qui. Alors potentiellement. C'est pas encore. Ok. Alors, j'avais cru comprendre qu'il y avait une partie qui allait être aménagée pour accueillir des artistes. Oui, alors c'est encore en projet, mais dans l'idée, oui, c'est d'avoir un espace ici coworking. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ben, très très fort. Si je te pose toutes ces questions, c'est parce que dans un podcast qui est avec Aurore B, je crois que ça se prononce comme ça. Ouais. Tu expliques qu'avant, la stratégie pour toi, c'était de faire une to-do list où tu essaies de faire un maximum sur la journée et de tout barrer. Ah oui. Oui. Alors que là, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'inscrit vachement plus dans le long terme. Alors j'ai une question qui est assez spécifique, mais comment on passe justement... Qu'est-ce que ça a été ta réflexion pour te dire, ok, là je suis toujours à rayer ma to-do list, mais je vois que un pied devant moi. Comment je fais pour avoir une vision plus lointaine ? Alors déjà, en fait, il y a toujours ce truc de noter les trucs au fur et à mesure. Enfin, de barrer tous les jours et d'essayer d'en faire le plus possible. Ça a toujours été là. C'est juste que même dès le début, il y avait ce truc long-termiste. Mais au début, c'est toujours que c'est pareil. C'est très compliqué au début de mettre la première pierre. Et une fois que tu en as mis 10, c'est beaucoup plus facile de rajouter les autres par-dessus. Et en fait, c'est toujours ce truc-là de... ça fait peur au début, tu vois. Enfin, c'est pas que ça me faisait peur, tu vois, de lancer le local et tout, mais la première fois, tu vois, que tu vas voir genre un banquier, tu te dis, il me faut un prêt, et un truc, tu vois, et tu te dis, bon, je sais pas combien d'apports j'ai, je sais même pas de quoi on va parler, c'est quoi les taux, machin, je comprends rien. Tu vois, il y avait ce truc-là au début où là-dessus, moi, je connaissais rien, et vraiment, du coup, j'étais en mode, je vais aller voir, on verra, quoi. Et en fait, c'est une fois que tu le fais une première fois, je sais pas comment dire, tu désacralises un peu le truc. Et plus ça va, et comment toi t'as fait perso pour établir cette stratégie un peu long terme ? Bah en fait je sais pas, ça a toujours en vrai ça a toujours été un peu là. En fait j'ai toujours su que en fait je pense qu'il faut se baser sur des vérités toutes claires, tout simplement du fait que ok, je voulais vivre du dessin. Ok, il fallait que je mette ça en place. Je voulais, je sais pas quoi, vivre depuis mon propre studio du dessin, pas dans un studio d'un autre ou quoi. Ok, je peux mettre ça en place. Et en fait, au fur et à mesure, tu mets des trucs, tu vois, en place. Et marche par marche. Voilà, mais de toute façon, tout est toujours, tu fais pas du 0 à 100, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de grosse strate par rapport à ça, c'est juste que c'est une étape après l'autre. Et pourquoi aujourd'hui, on est en équipe ? Parce qu'on a j'ai continué d'avoir cette demande-là et qu'au bout d'un moment, je ne peux plus tout faire tout seul, tout simplement. Donc j'attendrai de croître suffisamment pour pouvoir commencer à déléguer. Justement, une de mes questions, c'était pourquoi est-ce que tu as fait grandir PM Studio ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés par le fait de rester en freelance, indépendant, sans la charge d'autrui, parce que l'air de rien, tu prends une responsabilité qui est autre que la tienne. Oui. Tu prends la responsabilité aussi des locaux maintenant. Tu peux plus te dire, bah tiens, je vais aller bosser depuis je sais pas où. Maintenant, tu vois, tu as une équipe, tu as tout ça. C'était une volonté de faire grandir PM ? C'était une volonté depuis le début. Alors effectivement, des fois, quand je me dis, ok, ça implique tellement de choses que des fois, je me suis quand même dit, c'est vrai que c'était pas mal d'être tout seul aussi. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment, j'ai envie juste que ça évolue et de voir jusqu'où ça peut aller.
Et j'ai envie de... En fait, je sais que j'ai pas envie de faire que ça dans la vie. J'adore le dessin, mais tu vois, ça me passionne aujourd'hui de voir Pierre et tout bosser, l'imprimerie, de pouvoir lancer d'autres projets et d'être au cœur d'autres projets. Et en fait, j'ai envie de faire plein de trucs différents. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que le dessin, c'était... moi, on va dire, c'est mon cœur de métier, c'est là où j'ai une expertise. Ouais, mais c'est là où je suis... où je serai toujours meilleur que dans d'autres trucs, on va dire. Et il y a plein de choses où je serai toujours... un peu tes fondations pour développer le reste. Bah c'est ça, complètement. Et en fait, moi je préfère aujourd'hui, il faut que je le garde, PM Studio, mais il faut que je le développe et que je commence à mettre un peu mes... Comment dire, je fasse d'autres trucs aussi pour sécuriser ce que j'ai, tu vois. Carrément. Tester d'autres choses. Là, je vais te faire un listing. Tu as une boutique en ligne, tu fais des événements, tu distribues dans plusieurs boutiques. Tu as une équipe à gérer, des locaux à aménager, une imprimerie qui se lance, des réseaux sociaux, YouTube, des streams, une newsletter. Tu dessines encore? Ouais. Ah là, je me suis remis plein de balles là. Ah ouais? Ouais, bah là justement, ouais, la transition locaux, tout ça, travaux, est très compliqué. Mais là, je dessine en ce moment. Je me fais trop plaisir. Je suis en train de refaire du coup un gros dessin, comme le premier atelier magique. Ouais, okay. Exactement. Et bah, je suis en train de le faire celui-là et j'ai déjà plus d'heures dessus que l'autre quand il était finalisé. Ok. Donc, ouais, là, je sais pas combien, il y a 120, 130 heures de boulot et ça va être bien. T'organiser parce que tu vois, tu peux pas te dire tiens, je vais faire 5 minutes de dessin par là. Je veux dire, t'es obligé de t'organiser pour libérer des créneaux. Non, même pas. Non, pas, moi je m'en bats les reins. Je sais que j'ai un call à cette heure-là. Ok, bah je suis à l'heure au call, mais c'est juste, du coup, je vais remplir. En fait, c'est juste comme il y a trop de trucs à faire, je remplis au maximum ma journée et je fais les trucs les uns à la suite des autres, tu vois. Et typiquement, là, le fait d'avancer sur l'illustration, ouais. Tu le cales aussi dans ta to-do? Genre, tu te dis avancer sur l'illustration? Non, parce que je le fais pas tout simplement parce que ça va me stresser tout simplement de faire une ligne que je vais pas pouvoir rayer à la fin de la journée. Tu vois. Plutôt, tu rayes plein de lignes et après tu dessines? Ouais, en fait ça dépend. À la base, je suis plutôt genre j'arrive au taf et tout et je fais mes mails direct et après je commence à dessiner. Avant c'était plutôt ça et en fait, comme maintenant le fait d'être en équipe, c'est pas pareil, il faut pouvoir être disponible pour l'équipe quand tout le monde arrive, machin à 9h. En fait, le truc c'est que maintenant, j'arrive plus tôt et je dessine dès le début. Comme ça, je sais que dans tous les cas, à la fin de ma journée, j'ai passé au moins 2 heures à faire du dessin. Minimum, même si j'ai été pris sur d'autres projets à côté. Donc comme ça, je sais que j'ai quand même un peu avancé dessus aujourd'hui, même si c'est pas autant que je l'aurais espéré. Tu priorises ça en fait, tu te dis c'est le truc qu'il faut que ça soit fait parce que ouais. je le ferai pas. Ouais. Okay, si j'ai un contretemps, si je peux pas, je sais pas. Ouais. Pourquoi t'es pas parti à Paris? Trop cher d'aller à Paris et je voulais rester focus dans ce que je faisais en étant à Caen, rester dans ma petite bulle, ma petite grotte. Comme ça, j'avais pas trop de distractions. Après, c'est un peu l'excuse que je sors aussi, mais je sais que sur le plan financier, tu te lances en freelance au début, c'est hyper dur. Premier mois, je sais pas, j'ai gagné, 300 balles, tu vois. C'est bien, c'est un début, mais 300 balles, c'est chaud pour... ouais, bah, je vis encore chez ma mère, tu vois. Donc non. Très bien. Je vais te poser une succession de questions. Je vais te poser les 3 d'un coup, limite. Ouais. Comme ça, tu peux répondre en mode au tac au tac. Ok. T'as fait beaucoup de projets. Ouais. C'est lequel dont t'es le plus fier? Si tu repartais à zéro, avec peu de compétences, comme quand t'es rentré dans l'école en dessin, tu commencerais par quoi? Et dans ton parcours, on dirait presque que ça a été facile. Est-ce que ça l'a été? Alors, non, ça n'a pas été facile. Par contre, effectivement, je suis arrivé dans le creux de la vague avant que les dessins japonais connaissent l'essor d'aujourd'hui grâce à Netflix et toutes les plateformes de streaming. Ça, c'est un fait. Et aussi le fait d'avoir un positionnement sur une niche très petite. Parce que plus tu es petit dans ta niche, plus tu peux grandir au sein de ta niche. Et après, t'en sors. Voilà, exactement. Et du coup, comme ça, tu as déjà les gens te connaissent et disent « Ah, il a fait ça ». Du coup, ils peuvent te référencer, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, le dessin dont je sois le plus fier... Même le projet, hein, ça peut être... Je sais pas trop. Après, j'aime bien en général dire l'atelier magique parce que c'est celui où j'ai dû avoir le plus de patience. L'atelier magique, c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ouais. Et ça a été un des trucs les plus... Ouais, où j'ai dû, tu vois, garder le truc... continuer d'avancer au quotidien, comme je te disais, quand je dessine 2 heures par jour au minimum, et de garder ce truc-là et d'avancer dessus coûte que coûte. Et si tu recommençais à zéro? Et si je recommençais à zéro, en vrai, je pense que je referais à peu près pareil. Je veux dire, en termes de dessin, d'apprentissage et tout, tu commencerais par quoi?
Je pense que je bosserais plus d'anatomie, de trucs comme ça, parce que je suis une bille pour dessiner les bonhommes, et c'est très très grave. Ouais. Ah ouais, je suis naze, je suis trop nul. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de bonhommes sur tes dessins. Non. Ah, t'as percé le secret. Bien vu, je suis nul. On va arriver sur les 2 questions de la fin, qui sont une recommandation lecture, celle-ci je t'ai prévenu, et je te donnerai l'autre juste après. Une recommandation lecture, vidéo ou contenu à consommer de manière générale. Ouais. Tu as une jolie collection de livres et de nerfs, mais je pense pas que tu vas recommander un nerf, du coup... Si, le nerf c'est cool, mais voilà. Difficile de consommer du nerf. Après, en termes de contenu qui m'a intéressé, m'a inspiré, j'ai adoré, j'ai bouffé, c'est un truc que je recommande souvent, c'est les vidéos de la chaîne Archipel sur YouTube. Bien sûr. Qui, du coup, toi, ça va te parler, parce que c'est dans la niche japonaise et tout ça, mais c'est voir tous les créateurs de mangaka, de jeux vidéo, que tu sois scénariste, level designer, ce que tu veux, chanteur, musicien. C'est toujours sous le prisme d'artistes japonais, et c'est des documentaires souvent qui vont durer un quart d'heure, 20 minutes, voire plus, très introspectifs, très intéressants, et où ils décomposent vraiment le process des artistes. Donc ça a été hyper intéressant, et j'adore ce truc. Et ça, je pense que ça sera peut-être une next step pour Pain sur la planche. C'est un des projets que j'aimerais bien. Ça serait trop chambé. Si tu fais ça un jour, tu me rappelles, parce que... Ok, donc tu recommandes ça, Archipel. Ouais, Archipel, incroyable. Un peu dans un autre style, mais un peu plus scénarisé, tout ça. Manben, l'émission de Naoki Urasawa. Tous ceux qui regardent le podcast connaissent Manben. Ouais, je pense. Mais en même temps, la base, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Et à côté de ça, je pense que c'est déjà pas mal. Des belles recos. Et un manga, tiens, un manga. Bonne Nuit Poun Poun. Bonne Nuit Poun Poun. Ouais, d'Inyo Asano, que tu vois dans Manben à un moment, et qui est juste un giga crack avec un process de dessin complètement... Avec ses rétroscopies... oui, exactement, c'est ça. Tu prends des photos, t'imprimes, tu retravailles dessus, machin... Non, il est trop fou. Je vais voir Victor juste après qui fait ça. Exactement, non, c'est trop bien, c'est trop inspirant. Trop stylé. Et je vais arriver sur ma dernière question, qui est un conseil pour les auditeurs. Ça peut être un conseil dans l'art, comme un conseil de vie ou d'entrepreneur. Je sais que tu es en ce moment pas mal dans une vibe aussi très entrepreneuriale. Donc, Ouais, de fou. J'ai envie de dire, il faut se lancer. Vaut mieux se lancer dans tous les cas et essayer, et plutôt que d'attendre, d'essayer de perfectionner quelque chose avant de le sortir. Tu vois, que ce soit un projet, un produit ou quoi, il faut le faire, et c'est sur le tas que tu vas apprendre, et ça sert à rien de repousser le truc, l'échéance, parce que vaut mieux rater un truc, et le prochain tu le feras mieux, et ainsi de suite. Donc t'apprends mieux comme ça, je pense. La prochaine fois, je laisse pas ma valise dans le train. Sans surveillance. Aïe, ah oui. Ouais. Ça, maintenant tu le sauras toute ta vie. Voilà, maintenant t'inquiète que plus jamais je me fais voler. Ouais, ça c'est trop chiant, Mais bon, on le fait une fois, et après ça arrive pas deux. Exactement. Bon, trop bien. Merci beaucoup, Ben. Merci, mec, avec grand plaisir.